Le 15 mai 1940, 7 heures du matin. Route nationale, 7, près de Stone, dans les Ardennes françaises. Le Hauptmann Klaus von Schröder descendit de son Panzer III en souriant. Devant lui, éparpillés sur la route comme des jouets d'enfants abandonnés, se trouvait une douzaine de boîtes en bois. Certaines étaient peintes en vert terne, d'autres simplement vernies. Elles mesuraient environ 30 cm de long sur 20 de large. Des clous rouillés dépassaient des angles. Le couvercle de l'une d'elles s'était ouvert, révélant du bois. Juste du bois sculpté grossièrement pour ressembler à de l'explosif. Von Schröder éclata de rire. Il appela son adjudant, l'Oberfeldwebel Ernst Müller, qui examina les boîtes avec le même amusement. « Regardez ça, Müller. Les Français nous ont laissé des cadeaux. Des mines en bois. » Von Schröder donna un coup de pied dans l'une des boîtes. Elle se renversa, révélant son contenu factice. « Ils pensent vraiment que nous sommes assez stupides pour croire que ce sont de vraies mines ?» Müller ramassa une des boîtes. Elle pesait presque rien. Il la secoua. Un bruit creux résonna à l'intérieur. « Herr Hauptmann, c'est pathétique. Même un enfant verrait que c'est du bois. Regardez, on peut voir les marques de scie. » La colonne de Panzer attendait derrière eux. 27 chars du 2e bataillon de Panzer de la 1re division blindée. Des géants d'acier qui avaient écrasé la Pologne et qui s'apprêtaient maintenant à écraser la France. Et les Français leur opposaient. Des boîtes en bois. Von Schröder ordonna à ses hommes de dégager la route. Les soldats allemands ramassèrent les fausses mines en riant, se les lançant comme des ballons de football. L'un d'eux fracassa une boîte contre un arbre. Elle explosa en morceaux de bois qui volèrent dans toutes les directions. Les rires redoublèrent. « C'est ça, l'ingéniosité française !» cria un jeune soldat. « Des mines en bois ? Ils auraient mieux fait de rester chez eux. » Pendant ce temps, 300 mètres plus loin, enterrés profondément sous la surface de la route, 10 véritables charges explosives françaises attendaient en silence. Chacune contenait 8 kg de mélinite, un explosif au pouvoir destructeur 3 fois supérieur à la dynamite. Elles étaient connectées entre elles par un réseau de câbles électriques qui menait à une position d'observation française dans les bois, où le sergent-chef Marcel Dubois tenait un détonateur entre ses mains tremblantes. Ce que von Schröder ne savait pas, ce qu'aucun officier allemand ne comprendrait avant qu'il ne soit trop tard, c'est que les ingénieurs français avaient inventé une tactique qui allait coûter des centaines de vies allemandes dans les semaines à venir. Une tactique si simple, si élégante dans sa tromperie, qu'elle semblait presque insultante. Les fausses mines en bois n'étaient pas des mines du tout. C'étaient des panneaux indicateurs, des flèches pointant directement vers les véritables champs de mines enterrés plus loin sur la route. Les Allemands, voyant les fausses mines ridicules, concluaient naturellement que les Français étaient incompétents, désespérés, incapables de produire de véritables explosifs. Ils dégagèrent les leurs avec mépris et avançaient avec confiance, directement sur les vraies mines qu'ils ne cherchaient même pas. La psychologie était brillante. Les soldats allemands, formés pour détecter les mines, cherchaient des signes de danger. Des zones de terre retournées, des fils de déclenchement, des boîtiers métalliques affleurant le sol. Quand ils trouvaient ces absurdités en bois à la place, leur vigilance s'évaporait. Ils ne pouvaient pas imaginer que les Français, après avoir laissé des leurres aussi évidents, auraient également installé de vraies mines sur la même route. Von Schröder remonta dans son Panzer, encore souriant. Il donna l'ordre d'avancer. La colonne se remit en mouvement, les chenilles d'acier écrasant les derniers débris des fausses mines. Le bruit des moteurs Maybach résonnait dans la vallée. 27 chars, plus de 500 tonnes d'acier, de puissance de feu et d'invincibilité présumée. Le char de tête franchit les 200 mètres suivants, sans incident. Puis 150 mètres. 100 mètres. Le conducteur, se sentant en sécurité après la découverte des fausses mines, accéléra légèrement. À 75 mètres de la position française,
Le Panzer III de tête roula directement sur la première vraie mine. L'explosion fut instantanée et cataclysmique. 8 kg de mélinite détonèrent sous le ventre du char, avec une force équivalente à 50 bâtons de dynamite explosant simultanément. La plaque de blindage inférieure, épaisse de 15 mm seulement à cet endroit, se déchira comme du papier. La déflagration projeta le char de 22 tonnes à 2 mètres dans les airs. Il retomba sur le côté, les chenilles arrachées, la tourelle tordue à un angle impossible. Le deuxième char, suivant à moins de 10 mètres, n'eut pas le temps de freiner. Il roula sur la deuxième mine. Même résultat catastrophique. La troisième mine détonna sous le troisième char, avant que le commandant de colonne ne puisse donner l'ordre de stopper. En moins de 30 secondes, 3 Panzers étaient détruits. Les équipages étaient morts ou gravement blessés. La route était bloquée par 20 tonnes d'épaves fumantes. Von Schröder, dans son char au milieu de la colonne, comprit immédiatement ce qui s'était passé. Les mines en bois. C'était un piège. Les Français les avaient dupés avec la plus vieille ruse du monde. Ils avaient exploité l'arrogance allemande, leur certitude de supériorité technique, et maintenant, 3 de ses meilleurs chars brûlaient sur la route. Mais l'histoire des mines en bois françaises avait commencé bien avant ce matin de mai. Elle avait débuté dans les bureaux du génie militaire français à Paris, durant l'hiver 1939, quand la France savait que la guerre avec l'Allemagne était inévitable. Le colonel André Deveau, directeur adjoint du service technique du génie, faisait face à un problème mathématique brutal. La France possédait environ 80 000 mines antichars en stock. Ses ingénieurs estimaient qu'il en faudrait au moins 500 000 pour défendre efficacement les frontières contre une invasion allemande. La production industrielle française pouvait fabriquer environ 1000 mines par jour. Cela signifiait qu'il faudrait plus d'1 an pour combler le déficit. La France n'avait pas 1 an. Pire encore, chaque mine antichar française coûtait l'équivalent de 40 francs à produire. 500 000 mines représentaient 20 millions de francs, une somme que le ministère de la Défense ne pouvait pas ou ne voulait pas dépenser. La France avait d'autres priorités: des avions, des chars, des canons, des munitions. Les mines antichars se trouvaient tout en bas de la liste. Deveau comprenait la logique économique, mais il comprenait aussi la réalité tactique. Les panzers allemands allaient attaquer. Sans mines pour les arrêter ou les ralentir, l'armée française serait écrasée. Il fallait trouver une solution. La réponse lui vint lors d'une conversation avec le capitaine Henri Moreau, un ingénieur qui avait servi en Indochine. Moreau raconta comment les insurgés vietnamiens créaient de fausses positions d'artillerie en bois pour tromper les avions de reconnaissance français. Des canons factices qui détournaient les bombardements des vraies positions. « Et si nous faisions l'inverse » demanda Deveau. « Et si nous créions de fausses mines qui attirent l'attention, pendant que les vraies restent cachées ?» Moreau réfléchit un moment. Les Allemands s'attendent à ce que nos mines soient sophistiquées. Leurs propres mines le sont. Si nous leur montrons quelque chose de ridicule, d'évident, d'amateur, ils penseront que nous n'avons rien d'autre. Ils chercheront des mines sophistiquées et ignoreront les simples. Le plan prit forme rapidement. La France fabriquerait des dizaines de milliers de fausses mines, des boîtes en bois, faciles à identifier comme des leurs. Elles seraient donc placées de manière évidente sur les routes et dans les champs. Les Allemands les trouveraient, riraient de l'incompétence française et avanceraient avec confiance. Directement sur les vraies mines, enterrées profondément, câblées électriquement, invisibles. Le coût était dérisoire. Une fausse mine en bois coûtait 50 centimes à fabriquer. Pour le prix d'une vraie mine, on pouvait produire 80 leurs. Avec un budget limité, la France pouvait créer l'illusion de champs de mines massifs tout en concentrant ses vraies mines aux endroits stratégiques. En février 1940, les premières fausses mines furent produites dans une menuiserie près de Reims. Le propriétaire, un artisan nommé Georges Petit,
reçut une commande extraordinaire. Fabriquer 10 000 boîtes en bois selon des spécifications précises. 30 cm de long, 20 de large, 15 de haut. Avec un couvercle mal ajusté qui pourrait être facilement ouvert. Petit pensa d'abord que c'était une erreur. « Monsieur le capitaine, ces boîtes ne tiendront pas dans le temps. Le couvercle n'est pas bien fixé. La moindre pluie les déformera. » Moreau sourit. « Exactement, monsieur Petit. Nous voulons qu'elles aient l'air mal faites. Nous voulons qu'elles semblent être le travail d'amateurs désespérés. » À l'intérieur de chaque fausse mine, les ingénieurs placèrent des blocs de bois sculptés pour ressembler vaguement à de l'explosif. Certains furent peints en jaune ou en rouge. D'autres reçurent des inscriptions au pochoir. « Explosif, danger ». Les Allemands, en ouvrant ces boîtes, trouveraient exactement ce à quoi ils s'attendaient de la part de Français incompétents. Des tentatives pathétiques de créer des mines avec les moyens du bord. La vraie ingéniosité résidait dans les véritables mines. Les ingénieurs français développèrent un nouveau type de charge explosive spécifiquement pour cette tactique. Au lieu de mines individuelles à pression, ils créèrent des systèmes de mines câblées qui pouvaient être déclenchés à distance. Chaque système comprenait 5 à 10 charges enterrées à 1 mètre de profondeur, connectées par des câbles souterrains à un poste de déclenchement camouflé. L'avantage était double. Premièrement, les mines enterrées profondément étaient impossibles à détecter sans équipement sophistiqué que les Allemands n'utiliseraient pas après avoir trouvé les leurs évidents. Deuxièmement, le déclenchement à distance signifiait que les Français pouvaient attendre que plusieurs chars soient dans la zone de destruction avant de faire exploser l'ensemble du système. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Kléber, responsable de la défense des Ardennes, reçut livraison de 15 000 fausses mines en mars 1940. Il reçut également 5 000 vraies charges pour créer 500 systèmes de mines câblées. Les mathématiques étaient simples mais efficaces. Pour chaque vraie mine, il disperserait 30 fausses mines sur les routes et les champs avoisinants. Kléber assigna le placement stratégique au capitaine Philippe Rousseau, un ingénieur du génie qui avait étudié la psychologie allemande. Rousseau comprenait que pour que le stratagème fonctionne, les fausses mines devaient être découvertes facilement, mais pas trop facilement. Elles devaient sembler être une tentative sérieuse de défense qui avait échoué par incompétence. Nous devons les placer là où les éclaireurs allemands les trouveront en premier, expliqua Rousseau à ses hommes. Sur les routes principales, dans les premiers 100 mètres de chaque zone de défense. Les Allemands enverront des éclaireurs. Ces éclaireurs trouveront nos fausses mines. Ils rapporteront que les Français utilisent des mines primitives en bois. Le commandement allemand conclura que nous manquons d'explosifs réels. Ils avanceront avec confiance. Les vraies mines furent placées 3 à 500 mètres derrière les leurs, enterrées profondément sous les routes pavées ou les chemins de terre. Les câbles de déclenchement furent enterrés à côté, suivant les fossés et les haies, jusqu'aux positions d'observation françaises. Chaque poste de déclenchement était tenu par un sergent expérimenté, avec ordre de ne déclencher qu'au moment optimal, quand plusieurs véhicules étaient dans la zone, quand la destruction serait maximale. Les Allemands lancèrent leur offensive sur la France le 10 mai 1940. La Wehrmacht traversa les Ardennes avec 3 groupes d'armées comprenant 140 divisions. 7 divisions blindées avec 2400 chars. La plus grande force mécanisée jamais assemblée à cette date. Les premières unités allemandes à rencontrer les fausses mines françaises furent les éclaireurs motocyclistes de la 2e division de reconnaissance. Le 11 mai, près de Sedan, une patrouille de 6 motos découvrit une route barrée par des boîtes en bois dispersées sur environ 50 mètres. Le Feldwebel Hans Dietrich s'arrêta et examina les boîtes avec curiosité. Son rapport radio au commandement révéla exactement ce que les Français espéraient. Avons découvert obstacles sur route principale. Apparaissent être mines anti-chars de fabrication primitive. Construction en bois. Contenu semble être explosif factice. Recommande progression prudente,
mais obstacle facilement contournable. Le commandant de reconnaissance ordonna le contournement. Les motocyclistes contournèrent les fausses mines et continuèrent leur progression. Ils ne cherchèrent pas d'autres mines. Pourquoi le feraient-ils? Les Français avaient clairement montré leurs mains, des mines pathétiques en bois. Rien qui puisse arrêter les panzers. 3 heures plus tard, l'avant-garde blindée suivit. 20 chars du 1er régiment de panzer. Ils roulèrent sur la même route que les motocyclistes avaient reconnue. Le commandant du premier char vit les débris des fausses mines que les motocyclistes avaient écartées. Il sourit dans son interphone. Les Français sont finis. Ils n'ont même plus d'explosifs réels. 400 mètres plus loin, son char franchit la vraie zone de mine. Le sous-lieutenant François Mercier, caché dans un bunker en béton à 100 mètres de la route, compta les chars entrant dans la zone de destruction. 1, 2, 3, 4, 5. Quand le 6e char franchit le marqueur invisible, Mercier pressa le détonateur. 5 mines détonèrent simultanément sous 5 chars différents. L'explosion combinée de 40 kg de mélinite créa un cratère de 6 mètres de diamètre dans la route. 3 chars furent complètement détruits. 2 autres furent immobilisés avec leurs chenilles arrachées. Les chars survivants, paniqués, tentèrent de faire demi-tour, mais bloquèrent la route étroite. L'artillerie française, attendant ce moment précis, ouvrit le feu sur la colonne bloquée. Les obus de 75 mm pleuvaient sur les panzers immobilisés. En 10 minutes, 8 des 20 chars étaient détruits ou abandonnés. Le rapport allemand de cette action, découvert dans les archives après la guerre, révèle la confusion et la frustration. Premier régiment de panzer a subi pertes importantes près de Sedan. Cause, champ de mines non détectés. Reconnaissance avait rapporté mines primitives en bois dans secteur. Mines réelles étaient enterrées profondément, impossibles à détecter visuellement. Système de détonation électrique suggère préparation française plus sophistiquée qu'estimée initialement. Mais cette leçon ne se propagea pas assez rapidement dans les rangs allemands. Chaque unité devait apprendre individuellement que les mines en bois étaient des leurs. Et chaque fois qu'une nouvelle unité entrait dans le secteur des Ardennes, elle découvrait d'abord les fausses mines ridicules, riait de l'incompétence française et avançait directement sur les vraies mines. Le 15 mai, la scène décrite au début se reproduisit près de Stone. Le Hauptmann von Schröder et son bataillon découvrirent les fausses mines, rirent, les écartèrent et perdirent 3 chars sur les vraies mines enterrées plus loin. Von Schröder survécut, mais son rapport à son commandement révèle une rage frustrée. Les Français nous trompent avec des leurs enfantins qui exploitent notre confiance en notre supériorité technique. Nos hommes voient les mines en bois et cessent de chercher les vrais. Cette tactique primitive est diablement efficace. Le 16 mai, près de Montcornet, le colonel Charles de Gaulle lança sa contre-attaque avec la 4e division cuirassée française. Les ingénieurs de Gaulle utilisèrent les fausses mines d'une nouvelle manière. Ils les placèrent sur les routes que les Français prévoyaient d'utiliser pour leur attaque, créant l'illusion que ces routes étaient défendues. Les Allemands, voyant les mines en bois, supposèrent que les Français défendaient ces axes et concentrèrent leurs forces ailleurs. De Gaulle attaqua sur les routes minées que les Allemands avaient ignorées et pénétra 20 km dans les lignes allemandes avant d'être finalement repoussé par manque de soutien. Les archives du génie militaire français, conservées au service historique de la défense, à Vincennes, révèlent l'ampleur du programme de fausses mines. Entre février et mai 1940, les ateliers français produisirent 78 000 fausses mines en bois. Le coût total fut de 39 000 francs. Pour ce prix dérisoire, combiné avec leurs vraies mines limitées, les Français créèrent l'illusion de défense bien plus étendue qu'elle ne l'était réellement. Les statistiques de pertes allemandes dans les Ardennes durant mai 1940 montrent l'impact. Sur les 187 chars allemands perdus dans ce secteur
Durant les 3 premières semaines de l'offensive, 43 furent détruits par mine. Les rapports d'après-action allemands mentionnent spécifiquement les champs de mines français non détectés, dans 27 incidents distincts. Dans presque tous ces cas, les unités allemandes avaient préalablement découvert et écarté des fausses mines en bois, concluant que le secteur était mal défendu. Le major Wilhelm Thomas, chef d'état-major de la 3e division blindée, écrivit dans son journal personnel, le 20 mai, « Les Français ont trouvé comment exploiter notre mépris pour leur capacité industrielle. Ils ne peuvent pas fabriquer assez de vraies mines, alors ils fabriquent des milliers de fausses. Nous les trouvons, nous rions, et nous cessons de chercher. C'est humiliant d'être dupé par quelque chose d'aussi simple, mais cela fonctionne. Nos pertes par mine sont 3 fois supérieures à ce que nous avions prévu. » La tactique aurait pu avoir un impact encore plus important si la France avait eu plus de temps pour la développer et la déployer. Mais en juin 1940, 6 semaines après le début de l'offensive allemande, la France était au bord de l'effondrement. Non pas parce que ses ingénieurs manquaient d'ingéniosité, mais parce que l'ingéniosité ne pouvait pas compenser les déficits massifs en armement, en coordination et en préparation stratégique. Cependant, l'histoire des mines en bois ne se termina pas avec la défaite française. Elle se propagea. Les officiers britanniques, observant en France, rapportèrent la tactique à Londres. Les ingénieurs du génie britannique, préparant la défense de l'Angleterre contre l'invasion allemande prévue, adoptèrent immédiatement le concept. Durant l'été 1940, alors que la Grande-Bretagne attendait l'invasion, les ingénieurs britanniques fabriquèrent plus de 200 000 fausses mines. Certaines étaient en bois, comme les modèles français. D'autres étaient en carton ou en métal léger. Elles furent dispersées sur toutes les plages du sud de l'Angleterre, sur les routes intérieures, dans les champs où les planeurs allemands pourraient atterrir. Les vraies mines, beaucoup moins nombreuses, furent cachées aux endroits stratégiques où elles feraient le plus de dégâts. L'invasion allemande ne vint jamais, donc l'efficacité de cette défense ne fut jamais testée. Mais les planificateurs allemands, étudiant les photographies de reconnaissance aérienne des défenses britanniques, virent les milliers de mines évidentes et surestimèrent massivement la force défensive britannique. Cela contribua à la décision d'Hitler de reporter, puis d'annuler, l'opération Lion de mer, l'invasion prévue de l'Angleterre. Les Soviétiques, aussi, apprirent la tactique. Quand l'Allemagne attaqua l'Union soviétique en juin 1941, les ingénieurs soviétiques utilisèrent des leurres à une échelle que les Français n'auraient jamais pu imaginer. Des centaines de milliers de fausses mines fabriquées dans des usines converties, des ateliers de menuiserie, même dans des écoles. Les véritables champs de mines soviétiques étaient parsemés de milliers de leurres évidents qui épuisaient les équipes allemandes de déminage et masquaient les vraies mines. En Afrique du Nord, les Britanniques confrontés à Rommel utilisèrent des variantes de la tactique française. Des fausses mines métalliques qui déclenchaient les détecteurs allemands, mais ne contenaient rien. Pendant que les démineurs allemands les dégageaient méthodiquement, les vraies mines britanniques attendaient quelques centaines de mètres plus loin. Après la guerre, lors d'un symposium sur le génie militaire tenu à Paris en 1953, le colonel André Deveau, alors à la retraite, présenta une analyse complète de la tactique des fausses mines. Son étude, basée sur les archives françaises, britanniques et allemandes capturées, conclut que les fausses mines avaient un rapport coût-efficacité extraordinaire. Pour chaque franc dépensé en leurre, l'ennemi devait dépenser 100 francs en temps, en équipement et en prudence pour les traiter. La vraie puissance d'une fausse mine, écrivit Deveau, n'est pas qu'elle détruit un char, c'est qu'elle détruit la confiance. Une fois qu'un commandant a été dupé, une fois par un leurre qui cachait une vraie mine, il doit traiter chaque leurre subséquent comme potentiellement réel. Son avance ralentit. Ces hommes deviennent nerveux. L'effet psychologique dépasse de loin la valeur matérielle.
Les témoignages allemands d'après-guerre confirment cet effet. L'Oberst Heinz Guderian, interrogé en 1946, déclara « Les mines en bois françaises étaient une nuisance mineure qui coûta quelques chars. Mais l'idée derrière elles était brillante. Elles exploitèrent notre arrogance. Nous voyions ces boîtes pathétiques et nous supposions que les Français étaient finis. Nous cessions d'être prudents. Et c'est à ce moment que les vraies mines nous frappaient. » Le Hauptmann von Schröder, celui qui avait ri des mines en bois près de Stonne, survécut à la guerre et devint professeur d'histoire militaire en Allemagne de l'Ouest. Dans ses mémoires, publiés en 1968, il consacra un chapitre entier à l'incident du 15 mai 1940. « Ce matin-là, j'ai ri des mines en bois », écrivit-il. 3 minutes plus tard, 3 de mes chars étaient détruits et 9 de mes hommes étaient morts. Ce fut ma première leçon que la guerre n'est pas gagnée par la technologie supérieure seule, mais par l'intelligence dans son application. Les Français n'avaient pas assez de mines réelles pour nous arrêter. Alors ils ont utilisé des fausses mines pour multiplier l'efficacité de celles qu'ils possédaient. C'était simple, économique et diaboliquement intelligent. J'aurais dû être plus humble ce matin-là. L'arrogance coûte des vies. Le sergent-chef Marcel Dubois, celui qui avait déclenché les mines qui détruisirent les chars de von Schröder, survécut également à la guerre. Il passa 5 ans dans un camp de prisonniers en Allemagne, après la défaite de la France. En 1985, lors d'une réunion d'anciens combattants à Sedan, il raconta son histoire. « Nous savions que nous allions perdre, » dit Dubois, alors âgé de 67 ans. « Nous n'avions pas assez de chars, pas assez d'avions, pas assez de tout. Mais nous avions notre cerveau et nos mains. Alors nous avons fabriqué ces fausses mines ridicules avec du bois et de la peinture. Et ça a marché. Les Allemands les ont vus, ils ont ri et ils sont morts. Ce n'était pas suffisant pour gagner la guerre, mais c'était suffisant pour leur montrer que même vaincus, nous étions dangereux. » Les archives révèlent d'autres applications créatives de la tactique. Près de Maubeuge, des ingénieurs français créèrent de fausses mines énormes, des boîtes d'1 mètre de long, placées ostensiblement au milieu des ponts. Les Allemands, les voyant, supposèrent que les ponts étaient minés pour être détruits. Ils envoyèrent des équipes de déminage pour retirer soigneusement ces charges. Pendant que les démineurs travaillaient, perdant des heures précieuses, les vraies charges démolissantes étaient cachées dans les piliers sous les ponts. Quand les Français déclenchèrent finalement les explosions, les Allemands furent complètement surpris. À Verdun, où les fortifications françaises de la Première Guerre mondiale compliquaient encore le terrain, des ingénieurs placèrent des fausses mines dans des cratères d'obus visibles. Les Allemands, voyant ces mines cachées dans des endroits évidents, conclurent que les Français étaient amateurs. Ils avançaient prudemment autour de ces cratères et roulaient sur les vraies mines enterrées sur les routes, sûres entre les cratères. Les statistiques finales, compilées par les historiens militaires français après la guerre, montrent que les 78 000 fausses mines produites coûtèrent 39 000 francs. Les 5 000 vraies charges utilisées en combinaison avec, elles coûtèrent 200 000 francs. Pour un investissement total de 239 000 francs, le système combiné causa la destruction confirmée de 43 chars allemands, l'immobilisation de 67 autres et des retards significatifs dans la progression allemande dans plusieurs secteurs clés. Chaque char allemand détruit coûtait environ 250 000 Reichsmarks à produire et à équiper. Les 43 chars détruits par les mines représentaient donc une perte de plus de 10 millions de Reichsmarks pour l'Allemagne. Le rapport coût-bénéfice était de 42 pour 1. Pour chaque franc dépensé en mines réelles et fausses, la France infligea 42 francs de dégâts à l'ennemi. Plus important encore, les fausses mines créèrent un effet psychologique qui perdura tout au long de la guerre. Les unités allemandes, qui avaient combattu en France en 1940, portèrent avec elles la leçon que les leurs évidents pouvaient cacher des dangers réels. En Russie, en Afrique du Nord, en Italie, ces vétérans étaient plus prudents, plus lents à écarter les obstacles apparemment inoffensifs.
Cette prudence coûta du temps et du moral aux forces allemandes sur tous les fronts. Le capitaine Henri Moreau, l'ingénieur qui avait suggéré l'idée originale des fausses mines, ne survécut pas pour voir leur succès se propager. Il fut tué en action près de Dunkerque le 1er juin 1940, défendant le périmètre d'évacuation. Mais son innovation survécut et se répandit dans tous les théâtres de la guerre. Le colonel Deveau, dans son étude d'après-guerre, écrivit un hommage à Moreau et aux autres ingénieurs qui développèrent la tactique. Ils n'avaient pas les ressources pour construire des défenses impénétrables, alors ils construisirent des illusions. Ils utilisèrent la psychologie comme arme, exploitant l'arrogance ennemie pour multiplier la valeur de leurs ressources limitées. C'était de l'ingénierie dans sa forme la plus pure, résoudre des problèmes impossibles avec des solutions créatives. L'ironie finale de l'histoire des mines en bois est que l'Allemagne elle-même adopta la tactique plus tard dans la guerre. En 1944, alors que les Alliés avançaient à travers la France après le débarquement de Normandie, les ingénieurs allemands, à court de mines réelles, commencèrent à fabriquer des leurres pour ralentir la progression alliée. Ils utilisèrent exactement les mêmes principes que les Français avaient développés en 1940, plaçant des fausses mines évidentes pour masquer les vraies mines limitées qu'ils possédaient encore. Le rapport d'un officier du génie américain, le capitaine James Morrison, daté du 15 août 1944, note avec amusement: avons découvert route minée près de Chartres. Première mine était évidemment fausse. Boîtes en bois avec inscription allemande. Et reconnue tactique des rapports français de 1940. Progression avec extrême prudence. Découvert vraie mine enterrée 500 mètres plus loin, exactement comme Français l'avaient fait. Les Allemands ont appris des meilleurs. Aujourd'hui, dans les manuels militaires modernes, la tactique des fausses mines multiplicatrices est enseignée comme exemple classique d'ingéniosité tactique. Les principes développés par les ingénieurs français en 1940 sont appliqués dans des contextes modernes. Des leurres électroniques qui imitent des systèmes d'armes réelles. Des fausses positions qui attirent les frappes ennemies. Des signaux radiotrompeurs qui masquent les vraies communications. Le musée du génie militaire français à Angers conserve plusieurs exemplaires des fausses mines en bois original. Elles occupent une place d'honneur dans une vitrine consacrée à l'ingéniosité française durant la Seconde Guerre mondiale. À côté d'elle se trouve une plaque avec une citation du Hauptmann von Schröder, tirée de ses mémoires. « J'ai ri des mines en bois françaises. Ce fut la dernière fois que j'ai sous-estimé l'intelligence française. » Les visiteurs du musée, en voyant ces simples boîtes en bois décolorées par le temps, ont souvent du mal à comprendre leur signification. Elles semblent si ordinaires, si primitives. Mais c'était exactement le but. Leur pouvoir résidait dans leur apparente faiblesse. Elles incarnèrent le principe que parfois, la meilleure arme n'est pas la plus puissante ou la plus sophistiquée, mais celle qui exploite les faiblesses de l'ennemi, sa psychologie, ses hypothèses, son arrogance. Le 15 mai 1940, quand le Hauptmann von Schröder donna un coup de pied dans cette première fausse mine et rit de l'incompétence française, il commit l'erreur que les ingénieurs français avaient calculé qu'il commettrait. Il vit ce qu'il s'attendait à voir, une France vaincue et désespérée. Il ne vit pas ce qui était vraiment là, une intelligence rusée exploitant ses propres préjugés contre lui. 3 minutes plus tard, 3 de ses chars explosèrent. À ce moment, le Hauptmann comprit la vérité. Mais pour 9 de ses hommes, cette compréhension vint trop tard. Les fausses mines en bois ne gagnèrent pas la guerre pour la France. Rien n'aurait pu le faire en 1940 face au déficit massif en préparation et en coordination. Mais elles prouvèrent que même face à une défaite inévitable, l'intelligence et la créativité pouvaient infliger des coups sur un ennemi supérieur. Elles montrèrent que le courage ne réside pas seulement dans le combat direct, mais aussi dans l'ingéniosité qui transforme la faiblesse en force.
et elles enseignèrent une leçon que l'Allemagne n'oublia jamais. Ne jamais, jamais rire des mines en 1903. Bois française, parce que quelque part, pas trop loin, les vraies mines attendaient en silence.